Ok, donc le troisième principe du jour que nous allons voir, c'est le principe de gestion des effets de frustration. C'est le principe de gestion des effets de frustration. Et selon ce principe, nous allons voir déjà le constat. Le principe des effets de frustration, nous allons commencer par voir les constats et intérêts de la valorisation. Ensuite, le principe de gestion des effets de frustration proprement dit. Et enfin, l'outil de gestion des effets de frustration. Alors, le constat qui est fait est le suivant. Il y a une injustice économique et une non-optimisation des potentiels et niches de création de valeur. De façon très récurrente, les tentatives de collaboration entre les start-upers et les investisseurs jeunes s'avèrent être généralement une mauvaise expérience en fin de compte, sans possibilité véritable d'apprentissage. La conséquence étant l'observation des phénomènes de frustration qui annihilent les perspectives de création des entreprises durables. Ça veut dire que dans notre environnement, la façon dont on crée les entreprises, dont on a l'habitude de faire, ne permet pas que on puisse vraiment profiter du potentiel de création de valeur que les jeunes ont. Et c'est pratiquement une injustice. C'est une injustice économique. Ça veut dire que quand pour une raison X ou Y, vous êtes porteur d'une idée, notre environnement tue plutôt votre génie au lieu de l'encourager. Parce que nous n'utilisons pas les outils que d'autres utilisent. Nous n'avons pas le mindset, comme on dit souvent, que d'autres ont. En conséquence, nous ne pouvons pas être compétitifs à l'international. Voilà donc le problème que notre environnement a. C'est ça le constat que nous faisons dans notre environnement. Donc généralement, quand un jeune va vers quelqu'un qui travaille, que créer une entreprise, je veux qu'on se mette ensemble. La plupart des temps, c'est pour faire une entreprise qui va mourir très tôt. Parce que ça crée des frustrations. Alors l'intérêt de la valorisation ici, c'est quoi? L'intérêt de la valorisation, après que nous ayons fait le constat, la valorisation permet de réparer cette injustice. Donc la valorisation de façon naturelle répare cette injustice que je viens de citer. Cette injustice qui s'infiltre dans les relations humaines et qui stigmatise la vie économique des entreprises en impactant durablement leur développement au cas où elle ne meurt pas dans les 5 ans. Donc quand elle ne meurt pas durablement, ça impacte. Donc dans notre environnement, les entreprises tournent en rond. Tournent en rond, tournent en rond. Quelqu'un quitte de 20 millions à 200 millions, 200 millions à 2 milliards. Déjà à 20 millions, il est riche. Les miraculeux partent à 200 millions. Bon, ils sont encore super riches. Les chanceux arrivent à 2 milliards, 10 milliards. Là alors, ils sont les terminators. Donc nos entreprises sont créées pour ne pas durer. Quand elles ne meurent pas, elles ne durent pas. Durer, ce n'est pas 10-20 ans. Durer, c'est 300 ans, 400 ans, 500 ans, 170 ans, 200 ans. Nos entreprises championnes sont à 20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Le chiffre d'affaires n'a jamais atteint le milliard. Une entreprise à 25, 30 ans d'âge. Est-ce que c'est normal? Le milliard de CFA. Alors qu'à l'international, le milliard se compte en dollars. Mais nous, ici en CFA, on n'arrive pas à atteindre le milliard. C'est ça le truc. La valorisation a l'avantage de mettre au devant
les efforts fournis par les fondateurs d'une entreprise. Ce sont ces efforts-là qui permettent de créer la valeur. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est les efforts que les gens fournissent en créant une entreprise qui permet de créer de la valeur. Une activité que nous sommes, comme celle que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une activité qui crée de la valeur. C'est ça qu'on doit faire. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on fait. Sur le terrain, on a un seul discours, chercher l'argent. C'est tout. Je ne sais pas si l'argent est perdu, mais tout le monde cherche l'argent. À tout prix. À temps et contre-temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On cherche l'argent. Bien évidemment, on ne le trouve jamais. Mais on cherche toujours. C'est-à-dire que notre vie maintenant, c'est une vie de chercher l'argent. Il faut voir comment les gens se débinent là dehors. Ils s'épuisent. Ils n'ont pas de vie parce qu'ils cherchent l'argent. Alors qu'on devait être en train de mener des activités qui permettent de créer la valeur. Donc la valorisation permet donc de mettre au devant les efforts fournis par les fondateurs d'une entreprise et les ingénieries financières développées permettent de donner la latitude de transiger lors du transfert de propriété opéré pendant l'ouverture de capital. Donc lorsqu'on fait la valorisation pour ouvrir le capital, il y a une certaine ingénierie qu'on met en place. Et cette ingénierie-là permet donc de donner les compétences aux créateurs d'entreprises pour aller négocier l'ouverture de capital. Transiger veut dire vendre, négocier. Et quand vous ne savez pas transiger, vous ne savez pas négocier. Du coup, vous n'arrivez jamais à vendre ce que vous voulez vendre. Quand quelqu'un crée un établissement et que cet établissement-là perdure, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a son argent. Il ne faut pas attendre un miracle de lui. La pauvreté dans son sang, dans son ADN. Ça se transmet de génération en génération. Il faut voir le comportement de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos soeurs. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qu'on transmet fièrement. Qu'on transmet fièrement. Après, on attend le miracle. Donc, pour capitaliser la création de valeur, il y a des ingénieries qu'on met en place. Ailleurs, ça se fait. Nous aussi, ici, on doit le faire. Sinon, c'est très compliqué. Bon, ça commence à se gâter déjà. Hein. Après les constats, il y a maintenant le principe de frustration, le principe de gestion des effets de frustration. Donc, ce que nous venons de voir, ces constats-là créent des frustrations. Comment donc gérer ces frustrations-là? Il y a d'abord la règle de 50-50. Qui connaît cette règle-là? 50-50. Qui connaît ça? Vous connaissez la règle de 50-50? Oui, donnez-nous une occasion où on pratique cette règle-là. La règle de 50-50. Allez-y dans notre jargon naturel, dans notre quotidien. Quand est-ce qu'on parle de 50-50? Tenez ça en parlant. Quand est-ce qu'on parle de 50-50? C'est lui qui me parlait, tiens. Dis quelque chose. Ah, bon, on va faire passer. Donne à Adam, c'est dit 50-50. Donne-lui, elle parle, après donne à l'autre, il parle aussi. Le 50-50, ça veut dire quoi? Oui. C'est ça qu'on appelle le 50-50. Ok. À quelle occasion est-ce qu'on applique dans le 50-50?
Oui, lorsqu'on fait une affaire où tout est à part égal, parlez à haute voix parce que j'enregistre aussi d'ici. Il veut qu'il faut liker. Ou tu fais un commentaire. On fait une affaire et on décide de se partager. Tout le monde doit avoir la même chose. Voilà, voilà les mots que vous voulez entendre. Donnez ici aussi. 50-50. Parlez à haute voix. On fait moitié-moitié. Voilà les mots que je recherche. On partage, on fait moitié-moitié. Oui, parlez à haute voix. Par exemple, on va faire un travail. On est allé faire du travail. À la fin du travail, si on doit nous payer 10 000 francs, on se partage 5 000. On a fait travail ensemble. Voilà, 50-50. On a fait un travail et à la fin du travail, on se partage 50-50. Ok. Donc voilà en fait ce qu'on appelle le 50-50. Et c'est 50-50 qui a tué le Cameroun. C'est 50-50 qui nous rend pauvres. Le gagnant-gagnant, c'est ça, non? C'est ça qui nous rend pauvres. L'équité est différente de l'égalité. Elle a dit on partage à part égale. Si on partage à part égale, ce n'est plus équitable. Et qu'est-ce qui est mieux, l'équité ou l'égalité? Allons donc savoir. Voici un moyen simple de se rappeler la différence entre équité et égalité. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même paire de chaussures. Vous avez fait un travail. Et à la fin, on donne des bottes pointues 40 à tout le monde. Parmi vous, il y en a quelque chose de 45, il y en a quelque chose de 35, d'autres quelque chose de 40. On vous donne tous des paires de bottes. Chacun a pris une paire et il est parti. Celui qui a chose 35, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il est content de sa récompense? Est-ce qu'il est content de sa récompense? Non? Celui qui chose 40, est-ce qu'il est content? Oui. Bon, celui qui chose 35 est frustré. Puisqu'on ne l'a pas payé. Il ne va rien faire de cette botte-là. Donc c'est ça l'égalité. L'équité consiste à donner à chacun une paire de chaussures qui lui convient. Donc, pour les fêtes de Noël, on achète aux enfants la même paire de chaussures. On prend, comme on nous faisait, on prend la corde du bananier, on mesure les pieds de chaque enfant. Et on peut au marché avec la corde du bananier. Et on achète la chaussure avec la corde du bananier. À l'époque, il n'y avait pas les pointures. S'il y avait les pointures, on ne maîtrisait pas. C'est pas ça. Hein? Voilà, donc on demande, on prend la taille de chacun. Et on achète à chacun ce qui lui convient. En affaires, donner à tout le monde le même pourcentage est source de problèmes dans le futur, pouvant générer des situations de frustration. C'est ça le truc. Donc, plus qu'on est dans le domaine des affaires, donc retenez qu'en affaires, si vous donnez la même chose à tout le monde, vous avez tué l'affaire. 50-50, moitié-moitié. Gars, on se partage moitié-moitié. Lorsqu'il y a un pain, on arrête bien, chacun arrête un côté, on coupe au milieu. Alors que l'autre avait plus faim que l'autre. Donc celui qui avait plus faim va être frustré. Parce qu'il ne sera pas rassasié. Alors que l'autre sera d'appoint pour continuer encore le travail. Il y a déjà problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça le problème lorsqu'on fait un partage égalitaire. Le partage égalitaire tue le business.
Alors, dans cette image, qu'est-ce que nous avons? On a l'égalité, equality, et on a l'équité, equity. Et vous savez que comment on appelle les actions ou la participation en anglais? Equity. En anglais, on appelle les actions equity. Equity. En français, il n'y a pas, on va dire égalité, ça ne marche pas. Bon, rien que faire les affaires en français nous expose à l'échec. Un échec non capitalisable. L'attribution, l'équité est différente de l'égalité. L'attribution des droits d'appartenance au capital doit être liée aux efforts fournis par les cofondateurs en qualité d'ayant droit des valeurs créées. Hein, vous avez compris? Je comprends dans quel contexte que vous avez dit que c'est pas bien de donner la même chose à tout le monde. C'est pas bien de donner la même chose à tout le monde. Parce que quand vous êtes sur une affaire, vous ne sortez pas le même effort pour que l'affaire prospère. Et quand il faut aller chez le notaire, si vous êtes deux, vous allez faire 50-50. Si vous êtes trois, vous allez faire chacun un tiers. Ça ne va jamais marcher. Et puis encore, quand vous faites un tiers, si le capital c'est 1 million, si vous êtes deux, le capital c'est 1 million, quand vous faites 50-50, on demande à chacun d'aller trouver 500 000. Oui, allons-y. Maintenant, s'il te plaît, Oui. qui est responsable ou gérant pour distribuer ces. Comment dire, pour partager ces. Pose ta question en regardant au tableau. Bon, j'ai dit de regarder, même pas dit de lire. Pose ta question sur le prochain slide. Donc je demandais que qui est donc mieux placé pour partager avec l'équité. C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Après la gestion de l'effet de frustration, il y a maintenant l'outil de gestion de cet effet de frustration. Cet outil de gestion, c'est ce qu'on appelle le tableau de répartition des actions entre les cofondeurs, entre les cofondateurs dans une société. Donc c'est un tableau que vous devez avoir lorsque vous voulez créer une société. Et on dit ici que l'équité est différente de l'égalité. En conséquence, il faut définir et confirmer les clés de répartition dans ce tableau-là. Et ces clés de répartition s'appellent les critères. Donc lorsque vous créez une entreprise, il faut avoir des critères pour répartir les efforts. Donc retenez donc, pour créer une entreprise, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est pour ça qu'on le dit. Que pour créer une entreprise, on a besoin d'argent. Ce sont vos efforts qui permettent de créer de la valeur. Ces valeurs créées, on les valorise. On les valorise et on vend une partie. Et quand on vend une partie, on a des milliards. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous partez de rien. Vous avez une idée de projet. Vous partagez l'idée avec un autre ami. Et il est porteur de projet. Il porte le projet avec vous. C'est une start-up qui veut fabriquer les ampoules qui éclairent quand on est éteint. Voilà. Allons-y. Les ampoules qui éclairent quand on est éteint. C'est votre idée de projet, non? Votre ami accepte. Il part à Yaoundé voir son oncle pour que son oncle lui explique ce que c'est qu'une ampoule. Si c'est possible, si on peut même breveter ce que son ami lui dit là. Il y a un ami qui veut le frapper. Il faut qu'il dise, il explique. On dit que oui, on peut breveter. Ce que vous dites, on peut breveter. Il revient à Douala, il explique à son ami que oui, mon oncle dit qu'on peut breveter. Faisons encore les recherches. Le brevet, ça veut dire que quoi? Ils s'asseyent, ils font des recherches. Voilà comment ils sont en train de travailler. Après, il y a une formation. Il vient faire la formation. Après, il y a un concours. Ils soumettent au concours à deux. L'un d'eux suit la formation du concours. L'autre ne suit pas. C'est la condition du concours. Mais quand il suit, maintenant, il vient partager à son ami ou pas.
C'est ce que nous on fait avec la Fondation Tony Lemelo. Tout à l'heure à 13h, il sera en ligne. Pour former 3000 personnes. À 13h. Il est 12h. Donc dans 45 minutes, là, il faut qu'on ait arrêté. Pour former. Et dans les entreprises, parmi les 30 personnes qu'on forme, tous n'ont pas accès à la plateforme. Maintenant, comme c'est sur YouTube, tout le monde peut suivre. Donc, il faudrait que le candidat du projet qui est retenu partage tout ce qu'on lui donne avec les autres. S'il ne partage pas, il aura plus de compétences que les autres. Maintenant, parmi les clés de répartition qu'on va mettre ici, on peut donc mettre participation au concours pour le compte de l'entreprise qui a participé. On met donc sur 100. Voilà les critères. Voilà les critères. Participation. Bon, idée de départ, allons-y. Participation au concours de Tony Lemelo. Concours d'entrepreneuriat, programme de Tony Lemelo, on met ici. Il y a 100 points à repartir. Vous êtes 7 cofondeurs, 7 ou 6. Vous êtes 7 cofondeurs. Hein? Alors, participation au concours, chaque critère, c'est 100 points. Qui participe? C'est celui-ci, on lui donne déjà 50 points. Est-ce que celui-ci suit souvent le cours en ligne sur YouTube? Oui. Est-ce que quand on lui envoie le mail que celui-ci a reçu, il suit? Oui. Est-ce qu'on lui envoie le mail? Ça fait 2 points. Est-ce qu'il suit? Ça fait 5 points. Est-ce que, ok, participation au concours, il a donc 20 points. C'est celui-ci qui met la connexion. C'est A qui met la connexion à celui-ci. Ça lui donne aussi 10 points. A aussi fait tout ce que celui-ci a fait. Il a aussi 20 points. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Voilà. Qui va faire le pitch? C'est celui-ci. Il fait déjà tout ce que ceux-ci font. Il fait aussi le pitch. Ça lui donne 10 points. Est-ce qu'on se comprend? Le virement est fait au nom de qui? Bon, c'est au nom de la société. C'est au nom de tout le monde. Qui a accès au compte? Supposons que ce n'est que celui-ci. Supposons que ce n'est que D. Ça fait 20 points. Supposons que ce n'est que lui qui a accès au compte. Comme pour dire que il faut donc un tableau de répartition des actions entre les cofondateurs et vous devez trouver des clés de répartition. Il faut donc faire des critères. Voilà des exemples de critères qu'il faut déterminer. Et chaque critère, c'est de 100 points. Et en fonction des efforts des cofondeurs, on donne des points. Voilà donc comment on réussit à déterminer le pourcentage des points de chaque cofondeur au premier tour. Voilà donc ça. Bon, c'est des calculs mathématiques qu'on pourra faire après cette formation. Il y a 2 masterclass après cette formation. On fera rien que les exercices. Il y a 2 masterclass. On pourra faire tous ces calculs-là. Et vous donner même ce tableau-ci. Vous pouvez maintenant changer les éléments. Ça dépend de vous. Montrer comment utiliser ça. Donc ça veut dire que si le capital de votre entreprise c'est 100 millions, est-ce qu'un cofondeur sort 5 francs de sa poche? Non. Vous décidez que le capital c'est 100 millions. Et voilà comment les 100 millions viennent d'être repartis de façon équitable avec ce que vous avez fait. Vous êtes aussi porteur de projet, de toute façon. Vous êtes aussi promoteur. Et voilà le projet qui existe et fonctionne, c'est compris. Il se passe que vous prenez de l'argent
à des investisseurs que voici. Et la société n'est pas encore créée. C'est des gens qui ont vraiment mis l'argent. Il y a les deux ici, l'investisseur et le porteur de projet qui font fonctionner le projet. Donc, pas que la société n'est pas encore créée. Et ils ont déjà reparti, ce qu'on vient de voir, ils ont déjà reparti entre eux. Voilà. Ils ont reparti entre eux. Celui-ci a 60%, celui-ci a 40%. Celui-ci a 60%, non, 60%, celui-ci a 80%. Bon, même pas. Quand ils ont reparti, n'est-ce pas? Celui-ci a eu 30%, celui-ci a eu 27%, celui-ci a eu 42%. Là, on se comprend, n'est-ce pas? Quand on a reparti, voilà les détails de la répartition que voilà. Vous avez le temps de bien lire. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Et ils ouvrent 20%. Non, ils ouvrent 40%. Mais pour les 40%, ils ont d'abord ouvert 10% en fait. Ils ont d'abord ouvert 10%. Et voilà ceux qui ont souscrit. Est-ce qu'on se comprend? Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, ils ont contribué. Voilà dans les 10%. Et ceux qui ont mis dans de l'argent ou des ressources. Et nous maintenant, nous on vient, qui est en fait une dette. Voilà. Ceux qui ont fait des dettes. Il y a ce qu'on appelle les dettes convertissables en actions. Est-ce qu'on se comprend? Les dettes convertissables en actions, c'est une dette, mais au moment de rembourser, on te donne plutôt les actions. Est-ce qu'on se comprend? Alors, la dette là, on l'a convertie en 10% d'actions. Et on a encore vendu 30% à de nouveaux souscripteurs, des souscripteurs de deuxième génération. Ceux-ci achètent directement les actions. Maintenant, ceux ici qui ne veulent pas que leur dette devienne des actions, on peut donc vendre leurs actions à ceux-ci. Ils refusent, on leur rembourse leur argent. Peut-être même à 7 ou 8% on les rembourse. Ils restent avec 2%. Est-ce qu'on se comprend? Et le reste, on remet à ceux-ci. Ou bien à ceux-ci, on avait pris 40%. Plus tard, ils refusent. Parmi eux, il n'y a que 30% parmi eux qui acceptent qu'on rembourse leur argent et ils vendent leurs actions à cette deuxième génération d'investisseurs. Et parmi eux, il y en a qui disent qu'ils vont rester avec les 10% de ce qu'ils avaient déjà eu. Bon, c'est vraiment théorique, allons-y. Donc, voilà donc pour ce qui était de la gestion des effets de le principe